Salam. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial aussi parce que j'ai l'honneur de recevoir mon père. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et aujourd'hui, on va parler du sous-titre de mon livre, Les 16 héritiers, la plus-value des musulmans à l'humanité. Parce que ce sous-titre aussi, c'est mon père qui me l'a proposé. Et Il a une histoire. il a une histoire. Et cette histoire, elle remonte à octobre 2014, lorsqu'un certain secrétaire d'État à l'asile, Theo Franken, a dit, je cite, je peux me figurer la valeur ajoutée des diasporas juives, chinoises et indiennes, mais moins celle des diasporas marocaines, congolaises ou algériennes. Et là, je vais poser la même question, je vais te poser la même question que celle que j'ai posée à ma mère, enfin, à ta femme du coup. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Avant de me présenter, donc la plus-value a une histoire qui date d'à peu près 10 ans. Donc c'est pour cela que je voulais discuter un petit peu de ça avant de me présenter. Donc je dirais la plus-value, par modestie, la plus-value que j'ai apportée, je citerai après, mais il y a des plus-values que je dirais qui sont invisibles, que les gens ne donnent pas peut-être d'importance, mais pour moi, ça a une grande importance. Donc, j'appellerais ça les plus-values invisibles. Premièrement, je citerai la plus-value de ma mère. Elle a su créer un environnement favorable à ses enfants, qui sont devenus des docteurs, ingénieurs, dentistes, voilà. Juste ta mère à toi? Oui, Très bien. Donc ma grand-mère. voilà. Malgré que mon père était décédé très tôt lorsque j'étais en primaire. Donc, D'ailleurs, voilà, j'ai c'est pas difficile. connu. Donc mon père, c'est un orphelin. J'ai pas connu mon grand-père Oui, maternel. voilà. Et juste pour la petite histoire, dans le premier épisode, ma mère avait parlé de la boutique de mon père, donc la maison de la cravate, et j'avais pas mis de cravate. Donc aujourd'hui, j'ai pris une cravate qui vient de la maison de la cravate, donc la boutique de mon père, Il y a la marque de mon derrière, grand-père. hein. Il y Ouais, a la marque derrière. voilà, maison de la cravate, Ils ont écrit la- en anglais. Euh, Donc, Allah yarhamou aussi. Et Allah yarhamou. Allah yarham les croyants d'une manière générale. Donc, je la remercie pour ça parce que c'est très difficile d'être une femme veuve et faire, disons, cet environnement favorable pour que les enfants grandissent d'une manière normale. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 80, 89 ans. 89. 89. Ah oui. Alhamdoulilah. La deuxième plus-value, toujours invisible, que je citerai, je pourrais oublier plein de choses, hein, mais bon, la deuxième plus-value, c'est celle de ma femme, qui est Ma mère, médecin, du coup. voilà, qui est médecin, mais qui a laissé sa médecine pour créer un environnement favorable à ses enfants, qui sont devenus ingénieurs, pharmaciennes, master, et ça va suivre. Donc, J'ai des frères et sœurs encore aux voilà, études. je, je la remercie pour ça. Troisième chose, pourquoi pas Oussama, hein, avec son livre, la plus-value, donc les 16 héritiers, donc la plus-value des musulmans à l'humanité. Donc, barakallahu fik, tu as essayé de sortir un petit peu, faire connaître un petit peu les musulmans qui ont apporté des choses à l'humanité, mais qu'on ne cite pas. Voilà. Donc, peut-être ce qui est actuel, et je dirais la plus-value maintenant, même internationale, c'est ce qui se passe à Gaza. Donc, Gaza qui est en train de renverser le monde dans son combat pour l'indépendance et contre l'injustice israélienne et impérialiste. Donc, ce qu'on voit, le monde ne sera plus comme avant.
Il ne sera plus comme avant. D'ailleurs, il faudrait voir ce qui se passe dans les grandes universités américaines et autres. Donc, il faut être certain, c'est-à-dire que tout va changer. Donc, pour moi, Gaza a réussi, même si elle n'est pas encore libre. Donc, Allah yansar Gaza wa ahla, Inch'Allah. Donc, qu'Allah leur donne la victoire à Gaza, au peuple de Gaza. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, maintenant, je peux passer vers moi. Donc, avant tout, j'ai trop hésité. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me présenter. Et en général, un musulman, il est modeste. Donc, tawadua. Mais dans ce cas, je suis obligé de me montrer. Et c'est le cas de plein de gens. Pourquoi? Laisser une personne comme celle-ci qui dit qu'il n'y a pas de plus-value. Pourquoi? Parce que ici, ce que j'ai vécu en Belgique et ce qui est en Occident, c'est que nous, en tant que musulmans, on a tawadra. Donc, on se sous-estime ou bien on montre quelque chose sous-estimé par rapport à la réalité. Eux, les Occidentaux, ils ont l'inverse. Lorsqu'ils se présentent, ils se surestiment. Donc, leur vision, c'est quoi? Un Belge qui se rencontre avec un Belge, l'autre qui se surestime, l'autre il doit abaisser un petit peu pour que les choses, pour qu'il puisse voir la réalité. Donc lorsqu'il rencontre un musulman Belge. Non, un musulman belge. C'est-à-dire qu'on est tous voilà. des Belges, mais là, voilà. juste pour comprendre. Oui, je suis une nationalité belge. Quoi. Mais c'est quoi? C'est des cultures. Donc lorsqu'un musulman se sous-estime, imaginez qu'un Belge ou un Occidental, il te sous-estime encore plus pour, soi-disant, avoir la réalité. Et c'est pour cela que, voilà, je ne vais pas me surestimer, mais au moins que je montre ma valeur. Qu'il la sous-estime ou pas, moi, ma valeur, elle est là. Donc, des fois, il faut un petit peu laisser de côté la modestie. À cette époque-là, donc, quand mon père avait vu ce qu'avait dit Théo Franken sur les diasporas, enfin les étrangers d'une manière générale, tu avais envoyé des... J'ai envoyé, voilà, genre un commentaire pour lui dire, voilà, si tu es d'accord, on peut se voir et on va voir qui est-ce qui a porté le plus de plus-value, que ce soit à la Belgique ou autre chose. Donc toi, personnellement... Je ne sais pas s'il a lu ou pas. Moi, personnellement, parce que ça m'a affecté. Donc, t'es en Belgique depuis combien de temps? Donc, depuis ton âge, hein, une trentaine d'années. Hein. D'accord. Donc, un peu moins. Hein, un peu moins, mais bon. Si j'ajoute d'autres périodes, ça ferait plus de 30 ans. Ah oui. Bon. Que je vais citer. Ouais, que tu vas citer. Okay. Que je vais citer. Donc, ici, je dis, je suis obligé de me présenter, de me mettre un petit peu la modestie à côté. D'accord. Donc, je suis un Algérien de nationalité belge. Donc, je vais commencer avec mes études. Donc, mes études en Algérie, je dirais que j'étais presque toujours premier dans mes études. Donc, même en maternelle, la fin de l'année, il y avait la directrice qui donnait des cadeaux aux enfants. Et on se mettait en file et elle prenait le cadeau, elle donnait. Et après, elle a eu un cadeau qui, c'était les petits Legos, très intéressants. Il faut s'imaginer 50 ans avant. Et elle a vu l'enfant et s'est dit non. Où est Nasser? Je suis venu, tiens. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était un cadeau. T'avais quel âge? J'avais 5-6 ans. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, voilà, il le mérite, et c'est vrai, c'était un jeu intellectuel où on pouvait construire plein de choses. Tandis que les autres, c'était des camions, des voitures, etc. Bon.
voilà, dès la maternelle. En primaire, je pourrais dire que, voilà, en deuxième année primaire, c'était la femme du directeur qui nous donnait cours. 15 jours après, c'est-à-dire lorsqu'on répondait bien, etc., il nous donnait des bons points. Donc, j'étais je ne sais pas combien de bons points par rapport aux autres. Et après, une fois, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Elle m'a pris par la main. Elle est partie chez le directeur. Le directeur, il m'a pris par la main et il m'a mis dans une autre classe. J'ai rien compris. Mais en revenant à la maison, mon père était prof aussi. Donc, en revenant à la maison, merci mon fils, etc. Et là, j'ai su... Et il était prof dans cette école? Non. Non. Prof technique. C'est-à-dire, on l'a convoqué, ils lui ont expliqué, etc. Donc, il est venu me remercier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté une classe. Donc, au lieu de faire la deuxième année primaire, directement, j'ai fait la première année, troisième année primaire. Donc, j'ai sauté une classe. Et malgré ça, j'étais, je crois, je me souviens, deuxième de classe, etc., jusqu'à la fin. Bon. Ça, c'est concernant un élément primaire. Secondaire, j'ai eu mon bac algérien, bac français en plus. C'est quoi la différence? C'est un bac algérien, mais si tu veux faire le bac français, c'est un autre programme, etc., un peu plus difficile, etc. Et moi, c'était maths. Hein. C'était ici maths. Je l'ai réussi. Je crois que cette année, j'étais le seul Algérien, c'est-à-dire on était des amis, hein, le seul Algérien hors école européenne qui avait eu le bac français. Donc, tu as passé le bac algérien, tu l'as eu? Oui. Et pourquoi tu as passé le bac français? Comme ça. C'est par... c'est-à-dire, avec les amis, on aimait faire de la genre de concurrence. Voilà. Et disons, j'étais le seul à avoir le bac Mais français. ça te permettait de rentrer dans... Non, ce n'était pas dans un but de rentrer ou de ne pas rentrer. C'était pour se mesurer. On était très fort, donc c'était pour se mesurer. Et cette même année, donc au niveau du bac, j'ai représenté le lycée dans le concours national en physique. Et j'ai eu troisième place au niveau de la wilaya, département ou province, etc. Donc, j'étais le meilleur élève du lycée à la fin. C'est-à-dire prix d'excellence de toutes les classes terminales, etc. Alors, je vous rassure, moi, c'est pas spécialement mon cas. J'étais un bon élève, mais pas à ce point. Toi, ta force, c'est ta continuité ou bien Régularité. la régularité. Et c'est très important. C'est très important. Donc, ça, c'était pour prendre un exemple de chaque. Pour le supérieur, j'avais fait d'abord l'université pendant un semestre. Et bizarrement, pendant... Quelle université? Bebzoua, À Alger. à Alger. Donc, bizarrement, cette année, ils ont donné des prix pour les gens qui ont la mention bien et très bien. Et j'étais parmi eux. Mais donc, ils m'ont donné donc, un livre, c'était le livre de l'ingénieur. Le titre, je crois que c'est le livre de l'ingénieur. Et en le feuilletant, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé l'examen qui nous a été donné lors du concours national. Donc, avec solution, etc., ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc, et c'était le seul trimestre où l'université Bebzoua donnait des prix, hein. Ni avant, ni après, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai bénéficié. Et pendant ce temps-là, il y avait un institut américain, donc en langue anglaise, etc., qui faisait passer les concours. C'était en quelle année? C'était en 1976, 77.
76. 76, 77. Donc, il y avait des milliers d'étudiants qui passaient le concours. Pourquoi? Parce que c'était en anglais, les Américains, etc. C'était bien vu. Ils ne prenaient que 50 personnes. étudiants. J'étais parmi eux. Et j'ai terminé premier de la promotion. Donc, T'as fait combien d'années là-bas? 5 ans. 5 ans. Donc c'est un cursus normal, mais Cursus normal. Ouais, cursus normal, mais tout en anglais. En Algérie, on avait les meilleurs profs du MIT. En tous les cas, c'était formidable. C'était formidable. Et tu vois une différence entre la manière dont ils enseignent, eux, et ce que tu avais eu avant? Oui, C'est quoi la différence? ils sont beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire que nous, on avait les enseignants français au lycée, etc., qui sont très bien, mais beaucoup de théorie, peu de pratique. Les Américains, ils sont beaucoup plus pratiques dans leur enseignement. Ça ressemble à quoi, leur pratique? Il y a beaucoup, c'est-à-dire il y a moins de théorie rébarbative. Tu l'as vu, tu as vu la différence? Enfin, toi, tu peux comparer ce que nous, on a étudié Oui. et ce que toi, la manière dont tu as Moi, étudié. ce que j'ai pas trop aimé chez vous, c'est que il vous laissait à vous-même. Et il se base beaucoup plus sur, voilà, Internet, etc., etc. Nous, le semestre, c'était quoi? Voici une dizaine de livres, c'est un semestre. Donc, chaque livre, c'était un module, etc. Donc, le prof donnait son cours. Nous, on a le livre comme complément ou comme base. Donc, une personne qui est régulière, elle réussit admirablement. Et il y avait beaucoup de, disons, travaux pratiques. C'était en électronique. Hein. Donc, il y avait du matériel. Donc on en a bien profité. Et donc, après 5 ans, tu as fini ingénieur. Ingénieur en électronique. L'équivalent, d'ailleurs, j'ai eu l'équivalence ici, ingénieur civil. Ah, donc quand tu es arrivé ici, on t'a donné l'équivalence. J'ai demandé l'équivalence, j'ai donné le programme, etc. C'est passé rapidement. Il n'y avait pas de problème. Donc, chose que ma mère, elle n'a pas eu. C'est ça le problème. Donc, C'est que ta mère, c'est-à-dire, elle a terminé ses études de médecine et il faudrait savoir qu'il y avait plein d'étrangers français d'autres pays qui venaient faire leur stage en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la pratique. Par exemple, une personne comme ta mère, par exemple, même 3e année médecine, 4e année médecine, on les laissait tout seuls avec les malades et ils faisaient tout. Tandis que dans les écoles européennes, bon, c'est un petit peu plus difficile. Tandis que là-bas, tu as les patients. Va travailler, va apprendre. Donc, ce qui fait que, question de pratique, ils étaient beaucoup plus pratiques. Mais lorsque tu reviens ici, on te demande, elle a demandé l'équivalence en même temps que moi. Ils lui ont dit, voilà, on reconnaît 3 ans et tu dois refaire 2 ou 3 ans. Là, c'était pas... C'est-à-dire, c'est une humiliation. Accepter ça, c'est une humiliation. Donc, elle n'a pas accepté. Et c'est pour cela qu'elle s'est dit, je me donne pour mes enfants. Et je la remercie pour ça. Donc voilà, ça fait mal, mais c'est comme ça. Hein. Donc, maintenant, passons post-graduation au 3e cycle, ou bien c'est l'équivalent de docteur-ingénieur. Je l'ai faite en génie nucléaire. Donc c'est l'équivalent du doctorat ici chez nous, à peu près. À peu près. Tu sais, il y a eu beaucoup de modifications, ou bien d'évolutions, ou de changements au fil du temps concernant les diplômes.
PhD. PhD en Angleterre, mais en Algérie, c'est pas. Donc, tu trouves un petit peu de tout. Maintenant, c'est réglé, tu as un master. Et j'aime pas le terme master, hein. Pourquoi? Parce que master, c'est quoi? En réalité, c'est un ingénieur, etc. Chez nous, on appelle magistère, c'est un troisième cycle. Et master en Angleterre, c'est pas troisième cycle, c'est l'équivalent de licencié, parce que c'est le PhD Licence et qui est bachelier. Parce que doctorat. ici, on a Voilà. 3 ans bachelier, 2 ans master, ça c'est les 5 ans. Et puis si tu veux faire autre chose, c'est doctorat. Donc le master anglais ou américain, c'est l'équivalent un petit peu plus que le bachelor. Et le doctorat ici, c'est le PhD. Donc, lorsque tu appelles master, est-ce que c'est un magistère ou bien c'est l'équivalent, ancien équivalent de tel? Donc, voilà. Maintenant, c'est standardisé, ok. C'est standardisé. Mais faire l'équivalent avec, c'est un petit peu difficile. D'accord? Moi, j'appelle ça post-graduation, troisième cycle. Même troisième cycle, avant, il y avait plusieurs niveaux, troisième cycle. Donc moi, j'ai fait ça en génie nucléaire. Et dans ce cadre, je suis venu ici en Belgique, à Mol. On appelle ça Centre d'études nucléaires ou SCK en néerlandais. Et j'étais au niveau du réacteur BR2. Donc BR, c'est Belgian Reactor 2. À Mol, il y avait Belgian Reactor 1, BR1, BR2 et BR3. BR2, c'est beaucoup plus pour les études. Et pour anecdote, il y avait les Juifs d'Anvers qui ramenaient les pépites de diamants. On les mettait dans le réacteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une couleur Pourquoi les Juifs d'Anvers? Parce que ils sont connus pour le diamant. pour le diamant et les bijoux, tout ça. Oui, voilà. Ouais. Donc, il ramenait, d'ailleurs, une fois, un des profs, etc., il m'a dit, tu vois celui-là, c'est un juif et il a une valise pleine de diamants. C'était pour les mettre dans le réacteur et comme ça, ça change la couleur du diamant. Le rend, je crois, plus blanc, je ne sais pas quoi. Donc, hein? Donc du coup, Non, j'ai pas vu. J'ai vu la valise, la valise remplie de diamants, mais j'ai pas vu les diamants. Euh, donc, il faudrait savoir que je sais pas si c'est le BR1 ou BR2. Je crois que c'est le BR1, le réacteur le premier. Il a été donné par les Américains aux Belges après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la Belgique avait donné l'uranium du Congo aux Américains. Ils en ont fait une bombe qui a sauté à Hiroshima et Nagasaki. Donc, pour les récompenser, voici le réacteur nucléaire. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'était le BR1 et après, il y avait BR2, BR3. Papa. Hein? Donc, voilà. Donc, j'ai cité un petit peu Voilà. Et donc, après cela, j'étais prof à l'université en Algérie, hein, donc avant de venir en Belgique. Et maintenant, je vais mettre entre parenthèses 20 ans. Il nous reste 25 minutes. Ouais, Donc, ouais. il faut passer à la plus-value. Ouais. Mais ça, c'est pas de la plus-value pour Si, moi. si, mais... C'est-à-dire oui, tout ça. Ça, c'était t'es qui, toi? Voilà. Bon. Donc, voilà, je vais laisser 20 ans de ma vie qu'on pourrait faire une séance une autre séance. Ouais, voilà. Et donc, et je passe à l'année 2007. Donc, voilà, 2007. Donc, j'étais dans un centre de formation
à Charleroi. Il m'a fallu plus d'une année Sorte de pour formation de quoi? informatique et autres. Il m'a fallu plus d'une année, mais j'ai conçu une formation sur la sécurité informatique, dont une partie, c'est du hacking. Donc les gens qui devaient y participer, ça devait être des gradués, des techniciens, des ingénieurs, etc. C'est pas pour n'importe lequel. Et voilà, cette formation, elle a été vendue à Bruxelles Formation et elle a eu un grand succès. Elle a eu un grand succès. Donc une première année, on l'avait passé à l'UCL à Louvain-la-Neuve. Euh, D'ailleurs, lors de la sélection de ces étudiants, ils n'avaient jamais vu autant de candidats pour cette formation. Deuxième année, c'était à Bruxelles. Et une fois, à la fin, je crois, à la fin de cette année 2008, j'avais rencontré le directeur de la Bruxelles Formation. Il m'a dit, c'est la meilleure formation que j'ai ici à Bruxelles. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont été repris par les grandes entreprises, les banques, etc. Ça s'est passé pendant 2 ans. Et j'étais en train de préparer un projet européen. Et c'est une formation très difficile. Le projet européen, ça veut dire que là, tu l'as fait au niveau de la Belgique. Ouais. Et le projet européen, c'était avec d'autres pays. Il faut trouver, je crois, 2 ou 3. Donc, je commençais à faire le projet européen. Et à chaque fois, je donnais donc les documents, j'expliquais au directeur, etc. Et après, j'étais étonné de ne pas voir mon nom. J'étais inexistant. T'as Moi, fait cette formation dans le conçu cadre, à 100%. mais dans le cadre de l'entreprise dans laquelle tu travaillais. Oui, le centre de formation. Oui, mais je vois mon nom ni dans les documents, ni dans les diplômes, ni rien, même dans le projet européen. Arrivé un temps où il me disait, voilà, tu m'expliques le tout, tu me donnes le tout, etc. Lui, il va, je sais pas quoi, et il me mettait à côté. Je lui ai dit, non, j'accepte pas. Je voudrais minimum mon nom à l'intérieur. Il m'a dit, ici, tu es en Belgique, voilà, tu n'as pas le droit. Je lui ai dit, voilà, on a fait des publications, on faisait des recherches, etc. On mettait notre nom, mais il y avait le nom, non, il y avait le nom du chef de service, il y avait le nom, etc., qui ne connaissent même pas le sujet. Hein. Mais notre nom est là. On a dit non, voilà, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Donc, tu as conçu tout un projet, Ouais. mais tu n'as pas le droit de mettre ton nom. Non. Et après, j'étais exclu. Il a pris tous les éléments. Tout. Donc, la troisième formation qu'il devait faire, il avait tout. Et les profs, j'avais ramené une vingtaine d'intervenants. Moi, je donnais à peu près 25% de la formation. Et je gérais le tout. Ça, avant ça, etc. etc. Donc, je disais, voilà, j'ai tout. D'ailleurs, celui qui m'a remplacé, il a effacé tous mes noms et il les a remplacés par lui-même. Dans tes documents, toi? Dans mes documents. Donc, il avait accès à tes cours et il a tout effacé. Tout. Et moi, par expérience, je mettais toujours mon nom dans mes documents. Toujours. C'est une expérience de l'Algérie. Donc, ce qui m'a étonné, c'est que tous mes documents, il a effacé tous les noms, il a mis son nom. Et c'était normal pour eux. Donc, ils l'ont fait pour la troisième fois, puisque deux fois réussi, c'est la troisième fois, et c'était une catastrophe. Et il y avait une enquête de l'Europe pour dire qu'est-ce qui se passe, puisque c'était une réussite pendant 2 ans, parce qu'il y avait de l'argent de l'Europe, et troisième année, une catastrophe. Et l'enquête, elle n'est jamais arrivée chez toi? Je ne sais pas. Moi, j'ai mes ressources. Bon, l'enquête, je ne sais pas, mais moi, je sais pourquoi. J'étais là pour 25% de la chose. Et je gérais de A à Z.
je savais que tel cours devait être avant ce cours, etc. Mais si tu lâches comme ça, et j'étais derrière les profs, tu dois me faire ça. J'assistais même au cours. La prochaine fois, tu vas régler telle ou telle chose. Mais pourquoi? Parce que c'est une formation très difficile. Il y a des universités qui ont essayé de faire ça, même en collaboration, etc. Et ils n'ont pas réussi. Je regarde le chrono parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, est-ce que ça, c'est une plus-value ou pas? D'ailleurs, après cette année, ça s'est arrêté. Donc, il n'y a plus c'est-à-dire, cette formation-là n'existait plus. Cette formation n'existe plus. Voici, c'est-à-dire le résumé à peu près où il y a à peu près tous les cours, etc. Tout ça, c'était conçu par moi. Les documents, les profs, etc. Je ramenais le... Et tu serais capable de la refaire? Alors, Ouais, en dehors de la c'est-à-dire, question de est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas, c'est pas ça. Ouais, bon. Tout ce qui est fait, refaire, c'est plus facile que faire. D'accord? إعادة الشيء أسهل من... Il a juste traduit ce qu'il a dit en français. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, c'est une plus-value et elle a disparu. Voilà. La deuxième plus-value, c'est que j'ai été exclu au mois de juillet 2009, du coup. 2008. Toi et ta sœur, vous avez été exclus en juillet 2008. La même date, c'est-à-dire proche des vacances, comme ça, même si tu rouspètes, il n'y a personne. Là, ils vont rien comprendre. En général, si on exclut une personne... Non, mais du fait qu'on a été exclu... Oui, parce que, bon, vous devez faire une séance pour ça. Donc, d'une manière générale, il y a eu un moment dans notre scolarité où on a été exclu. Non, Attends, c'est l'introduction de ça. Donc, en même temps, mes deux enfants exclus, je dirais pas peut-être l'Athénée ou etc. Je la laisse pour vous. Et c'était à cause du foulard de ta sœur. Donc, malgré que vous étiez premier et deuxième de classe. Donc, je te demanderai à faire une séance, toi et ta sœur. Donc, et peut-être pour l'occasion, je dirais que Harish, c'est elle qui vous a exclu. On laissera alors pour une occasion une autre fois, peut-être les communes. Ouais. Donc, juste pour dire que vous étiez exclu et au mois de septembre, vous étiez resté deux semaines à la maison sans école. Et heureusement, donc, à cause de votre bulletin. Grâce. Oui. Et aussi, les principes étaient différents. Ils savaient que, voilà, c'était l'école catholique. Donc, le directeur, Christian, je crois, Verstrepen, il est venu à la maison pour vous inscrire parce qu'il a dit... Donc, juste pour résumer, parce que je dois quand même résumer. Il y a eu une année où ma sœur et moi on a été renvoyés de toutes les écoles de la ville du PO de la ville de Bruxelles. Donc, à Bruxelles, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs PO. Et les écoles qui suivent le PO de la ville, on n'était plus autorisés à aller dans ces écoles. Et évidemment, il y a d'autres PO, dont même le PO tes catholique. Frères, même tes frères. Toute la famille a été exclue. Toute la famille. Et il y a aussi le PO catholique qui a ses écoles à lui. Et un des directeurs de cette école-là, au final, nous a inscrits. Il est venu à la maison, il a dit je n'accepterai pas que vous restiez sans école une journée en plus. Et c'était le directeur du Sacré-Cœur de Gênes. Du Sacré-Cœur de Gênes. Que je salue d'ailleurs. Et, disons, c'est grâce, entre guillemets, bulletin, et aussi les principes différents. Catholique et l'autre, ils savent que c'est
la laïcité de combat, c'est des francs-maçons, etc. Donc, ils savaient ça. Donc, donc c'était une année où tu as été exclu, on a été exclu. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils voulaient vous jeter dans les écoles poubelles. Et, alhamdoulilah, tu es ingénieur du Polytech et ta sœur, elle est pharmacienne. Et maintenant, elle travaille à Paris avec son foulard. Elle est mariée, elle a une fille, alhamdoulilah. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Tout était tombé en même temps. Donc, pourquoi je parle spécialement de ça? Parce que l'année suivante, donc fin 2008-2009, il y avait ton frère Jalil qui devait rentrer en secondaire. Qu'est-ce qu'il y avait, disons, un petit peu l'historique des inscriptions. Donc, avant 2008, c'était le directeur qui était sélectif sur les inscriptions. Donc là, on parle des inscriptions Des inscriptions des élèves Au qui se- passent du primaire au au secondaire. secondaire. Donc, avant, c'était les directeurs, voilà, ils sélectionnaient. Je ne Ça veut suis dire pas en quoi, train de critiquer ou... Oui, mais on explique Voilà. comment Mais c'était en avant. général, ça dépend du directeur, mais en général, c'est un adossement. L'école primaire, elle est tout proche, donc il les inscrivait selon les bulletins. Tu me ramènes un bulletin, ah, il est très bien, ok, tu rentres, les connaissances, etc. Et c'est pour cela qu'au fil des années, il y a eu des écoles d'élite et des écoles poubelles. Et la plupart des écoles poubelles, c'est le PO de la communauté française, parce qu'ils devaient prendre les enfants exclus. Donc, oui. Donc, la communauté française est obligée. De prendre les élèves qui sont exclus. Tandis que les autres PO de Bruxelles ou PO de catholique, c'est du privé. Donc, ce qui les intéressait, c'est d'être des écoles d'élite. Donc, ceux qui ne sont pas, dehors. Ouais, évidemment, vu que tu as le choix entre quelqu'un qui a un beau Voilà. bulletin ou pas. Voilà. Ouais, Donc, je ne suis pas en train d'incriminer ou je ne sais pas quoi, mais c'est la réalité. c'est la réalité, oui. Donc, au fil du temps, c'est ce qui s'est passé des écoles d'élite et des écoles poubelles. Et donc, pour vous, ils se sont fait un plaisir de vous dire, voilà, allez dehors, et en septembre, on ne trouve pas d'école. D'accord? Donc, vous étiez voués à aller dans des écoles poubelles. Maintenant, alhamdoulilah, ça s'est passé autrement, mais ce n'était pas facile. Officiellement, on a été exclu en septembre, donc à la rentrée. Ouais. Donc, en 2008, ils ont vu un petit peu que c'est des marasmes avec ceux qui sont exclus, les écoles poubelles, etc. Donc, en 2008, ils ont changé le règlement. Ils ont dit, voilà, maintenant, les inscriptions, c'est premier arrivé, premier servi, à partir d'une date bien déterminée. Donc, tout le monde était au courant. Donc, le directeur ne pouvait pas choisir, puisque premier venu, premier servi. Donc maintenant, et puisque la date était connue, les gens se mettaient en file quelques jours avant. Et c'était au mois de janvier, c'était la neige, etc. Donc ils mettaient des tentes, etc. Donc ils ouvraient les inscriptions des à mois à telle date. l'avance. Non, à telle date. Ouais, mais janvier. Non, en janvier, telle date, je crois que c'était janvier, etc. À telle date, toutes les écoles commencent les inscriptions. Donc, les gens faisaient la file dans les écoles, auprès des écoles d'élite. Donc, mais les gens vendaient leurs places, les tentes, etc., avec la neige. C'était une catastrophe. C'était une humiliation de la Belgique au niveau mondial. Et ça a été fait. Donc, ils ont voulu changer cette pratique. Pratique où le directeur... Donc voilà. Avant, c'était le directeur, il faisait à n'importe quel moment, etc. Donc, entre guillemets, les pistonnés, ceux qui ne savent pas, ils sont en dernier, donc c'est complet. D'accord? Mais maintenant, ils ont déterminé une date. Donc, ce qui fait tout le monde était au courant. Donc, ça donnait même... Ouais, ça donnait des files à rallonge. Oui, et tout le monde était, c'est-à-dire sur la même longueur d'onde, ou bien tous avec... Mais ça ne pouvait pas continuer comme ça. L'année suivante,
C'était, je crois, on avait appelé ça décret file, une file d'attente. En 2009, ils ont fait un autre règlement, principe de tirage au sort d'une lettre de l'alphabet par école secondaire. Donc, chaque école, voilà tel jour, on va tirer, il y a 26 lettres, je vais tirer une lettre. J'ai tiré le L, je commence à inscrire le L. Toi qui es ménaceur, tu auras une chance. J'ai tiré le N, je commence par le N, O, P, Q, etc. Le M, tu peux attendre. Vaut mieux aller ailleurs. Non, c'est-à-dire que les inscriptions, tout le monde pouvait s'inscrire n'importe où. Donc, je crois jusqu'à 10 écoles. Je pouvais t'inscrire n'importe où. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'ils l'ont appelé décret loto. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu tires? Donc, il y avait des enfants qui étaient inscrits, qui sont sortis dans une école, 2 écoles, 3 écoles, même 5 écoles, d'autres qui n'avaient pas d'école. Donc, c'était une bulle. Pourquoi? Parce que tu as 5 écoles. En finale, il fallait attendre jusqu'à septembre pour voir quelle est l'école que tu as choisie et les autres places qui se libèrent, et là, ils tiraient vers le haut. Donc, tu t'imagines, depuis mois de janvier jusqu'à mois de septembre, c'est-à-dire les vacances, le stress, des dépressions, etc. qu'il y avait. C'était des bulles. Et c'était la campagne électorale 2009. Donc, toutes les discussions portaient sur l'école. Quelle est la solution? D'accord. Donc, nous, on était dans un collectif. Ils nous ont acceptés pour dire que c'est la mixité ou bien, etc. Mais c'était un collectif beaucoup plus... De parents d'élèves? Oui, mais proche du MR. Donc, voilà. Mais pour dire qu'il y a de la diversité, etc., on était là. Mais donc, ça nous a permis d'aller... Pourquoi il y avait un enjeu pour vous? Pourquoi? Parce qu'il voulait que ça reste selon l'appréciation du directeur comme auparavant. Donc, il ne voulait pas qu'il y ait quelque chose où on favorise la mixité. Alors que l'idée ici, c'était, bon, faisons la mixité, mais comment faire la mixité? D'accord? Mais mixité de quoi mixité? Mixité entre les niveaux niveau social, niveau des élèves, etc. Soit disant que lorsqu'on fait la mixité, le niveau serait plus élevé. Mais bon, l'essentiel, c'est donner une chance à n'importe lequel. C'est-à-dire avant, c'était voilà, qui est-ce qui rentre dans les écoles d'élite, ne trouve pas réellement d'arabes ou de musulmans. D'accord? Donc nous, on est rentrés. Ça leur permettait de dire, voilà, c'est la diversité, etc. Nous, on s'en foutait. L'essentiel, c'est introduire nos idées. Donc, on est arrivé jusqu'au ministre, M. Dupont, à ce temps-là, 2009. Et moi et ma femme, ta mère, on lui a donné 2 lettres. Une première lettre où, voilà, l'objet, c'était quoi? Les solutions présentes pour dégonfler la bulle. Juste avant ça, donc, il y avait c'était une année où on devait inscrire Jalil ou quelque chose comme ça, ou rien à voir? Oui. Et moi, je l'ai inscrit sur, je ne sais pas. Ouais, donc je l'ai inscrit, je crois, 5, 6 ou je ne sais pas quoi. Malgré qu'ils ont dit vos enfants ne rentrent pas dans les écoles de la ville de Bruxelles. Moi, je l'ai fait exprès, je pourrais dire pourquoi, etc. Mais donc, du coup,
il y avait un intérêt directement pour vous en tant que parent de rentrer Oui, dans ce débat, c'est qu'on était dans ce sujet. concernés, mais il faudrait voir la psychose qu'il y avait. C'était une grande crise. Pour les Grande parents, crise. c'était Ah dur. oui, Oui. Et même une pour grande les crise. élèves, ils savent pas où est-ce Malgré qu'ils que sont, je etc. peux te dire que Jalil n'avait pas beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que il y avait l'adossement avec l'école Avec les écoles catholiques. Sacré-Cœur, etc. Donc, si vous étiez dans l'école, lui, automatiquement, il avait une place. Mais on l'avait inscrit dans les autres écoles. C'était une année où tu étais au chômage. Oui. Donc, et c'est pour ça que je l'ai inscrit dans plusieurs écoles de la ville de Bruxelles. C'est pour dire, normalement, il a droit. Pourquoi vous dites que, voilà, ils sont exclus totalement? Pourquoi? À cause du foulard. Et lui, Jalil, pourquoi? Mais bon, il y a eu des choses. Donc, l'essentiel, c'est que on a donné une première lettre où l'objet c'est solution présente pour dégonfler la bulle. Un élève qui avait 5 inscriptions ou je ne sais pas plus, tandis que l'autre qui n'a pas d'inscription. Et il fallait attendre de janvier jusqu'à septembre pour que ça se dégonfle. Alors qu'ici, je donne, voici les étapes, etc. Bon, ça n'a pas été pris en considération. La deuxième lettre, c'est les solutions futures pour les inscriptions. Les solutions futures. Et là, je l'ai donné au ministre. Qui est Christian Dupont. Mais c'était sa dernière année, puisque les élections, c'était... donc, on l'a donné en mois de janvier. Et lui, les élections, c'était, je crois, mai ou juin. élection régionale, du coup. Oui, donc communauté de la... Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, communauté. Et là, c'est-à-dire, il y avait de la campagne, etc. Et ce qu'il me disait, c'est très bien, mais on est fini. D'accord. Donc, j'ai commencé à donner à plusieurs... Entre autres, les plus proches de l'enseignement, etc., c'était... Normalement, ça devait être Joël Milquet. Donc, CDH. Donc, j'avais présenté beaucoup, c'est-à-dire cette lettre, et ils ont eu l'enseignement, et ils ont appliqué. CDH, ils ont eu l'enseignement. Ouais. Joël Milquet. Et ils ont appliqué cette solution d'inscription. Mais ils n'ont jamais dit quelle est son origine. Et c'est la première fois que je dis, voilà, devant tout le monde, je pourrais éventuellement lire un petit peu. Oui, vas-y. Ouais. Il reste une dizaine de minutes. Ouais. Ici, pour dire, c'est le deuxième. Et ça, avec ça, on a pacifié la Belgique pendant 10 ans maintenant. Donc, pour résoudre les problèmes des inscriptions futures en première année secondaire et même pour les autres niveaux d'inscription, et qui s'appliquent maintenant pour d'autres niveaux, pas rien que pour le secondaire, même pour l'entrée en primaire, etc. De maternelle en primaire, c'est le même principe. Il faut établir une grille inscription équivalente à la grille Claeys qui détermine l'indemnité de rupture en cas de licenciement. Malheureusement, je viens de connaître cette grille après 10 ans de travail. Parce que tu étais au chômage. Parce que j'étais au chômage. Et parce qu'il m'a présenté, c'est-à-dire, voilà, je te donne telle chose, et tu me signes et tu y vas. Et dans ma tête, c'était, tu me proposes le monde entier, je ne signe pas. Et après, j'ai trouvé la grille Claeys se base sur 3 paramètres qui sont pondérés, avec des pourcentages selon l'importance. Donc, l'indemnité, c'était quoi? 87% de ton ancienneté, 6% plus 6% selon ton âge, plus 3,7% selon ta rémunération, moins 1,4%. C'est une formule empirique. Mais l'idée, c'est quoi? Quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte pour l'inscription des enfants? Voilà. Donc, ici, je dis, après remplissage d'un formulaire par les parents d'élèves, les paramètres pris en compte peuvent être l'ordre de choix de l'élève. Voilà.
mon choix, premier choix, c'était l'école, deuxième choix, etc. Et tu mets des paramètres selon ça. L'adossement, l'école primaire qui est proche de la... voilà, ça pourrait être un paramètre. Donc le fait que tu as été dans une école primaire devrait faciliter le fait que tu rentres en secondaire C'est dans à la peu même près école. les mêmes. Donc. C'est-à-dire, Mm. est-ce que tu l'inclus pas? C'est politique. La proximité ou la distance, domicile-école, travail-école. Ah, travail-école aussi. Donc c'est deux distances... Une personne, d'ailleurs même un prof dans cette école, il n'a pas le droit de se dire pour son fils. Ça, c'est un petit peu grave. Mm. D'ailleurs, il y a eu un cas, je crois, cette année-là, où Joël Milquet n'a pas pu placer son fils, si je me souviens. Qui était ministre de l'Éducation. Ouais. La proximité ou la distance domicile-école, travail-école, l'handicap, la fratrie, le bulletin de notes de l'élève, la condition sociale ou le degré de défavorisation, la fonction du parent au sein de l'école elle-même ou celle adossée. D'accord ? Ici, j'ai cité certains. Mais ça, c'est des choses que tu as réfléchi? J'ai réfléchi sur ça. Maintenant, c'est à vous, politiciens, de dire... Quel poids on met à chacun. Voilà. Donc ici, des spécialistes de la matière affectent des pourcentages à tous ces paramètres pour atteindre le choix optimal. Chaque année, on peut varier des choses jusqu'à atteindre quelque chose d'optimal. Un premier essai fictif peut être réalisé grandeur nature sur les pondérations, sur les listes actuelles, selon le désir des parents et l'inscription effective. D'année en année, la pondération peut être réajustée jusqu'à obtenir la valeur idéale. La grille est mise à la disposition des parents pour leur permettre une simulation avant de décider du choix et de l'ordre des écoles. Le choix des parents, si tu mets l'école que tu aimes en premier et c'est passé, tu auras moins de points. Donc ça veut dire que moi je suis un parent. Des fois, tu fais le deuxième choix pour passer, plutôt que tu fasses le premier choix, tu passes pas et donc tu perds le deuxième choix. C'est un calcul, hein. C'est un calcul. Quoi, tu disais, tu es un parent, ouais. Oh non, mais c'est ça. Parfois, tu dois faire un sacrifice d'école que tu fais. Voilà. Tu voudrais pour avoir une selon école, la situation. Selon la règle qui te donnerait plus de... Parce que d'après la règle, j'ai tant de points ici, tant de points ici, etc. Est-ce que celle-ci, le choix de l'école, elle est primordial. Un pourcentage de places disponibles dans l'école, environ 15%, ce que j'ai proposé, hein, peut être laissé à l'appréciation du préfet selon les cas. Pourquoi ? Parce que j'ai vu votre cas, 15%. 15%. J'ai dit à l'appréciation du préfet. Selon les cas, par exemple, M. Verstrepen, s'il était dans ces règles, vous ne passerez pas. Alors qu'ici, 15%. Donc ça veut dire que le directeur, il a le droit d'inscrire jusqu'à 15% d'élèves qu'il veut lui. Et il faut lui rendre, c'est-à-dire sa dignité. Un directeur qui ne peut rien faire, c'est... Donc il ne faut pas le ménoter. Voilà. Donc, j'ai proposé 15% peut être laissé à l'appréciation du préfet selon les cas d'erreur, cas sociaux, réajustement du pourcentage de diversité, etc. Même s'il fait du piston. Parce que si tu ne fais pas ça, il est coincé, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu rentres dans l'école, 1 année, 2 ans, je te mets dehors et après je ramène mes amis. Et c'est ce qui se passe. Donc, et un autre pourcentage, j'ai dit ici environ 5%, laissé à la communauté française pour résoudre des problèmes suite à une plainte, un recours pour réajustement de la diversité, etc. Le directeur, il a le droit de mettre, et même communauté française d'une manière générale a le droit de... Voilà, c'est-à-dire, laisser... la centralisation doit être de mise initialement avant de déléguer au préfet la suite de l'opération, la décentralisation. Une centralisation après une décentralisation. Nous sommes à votre disposition pour un complément d'information, une prise effective pour solutionner le problème. En attendant, veuillez agréer, Monsieur le ministre, nos salutations les plus respectueuses.
Voilà. Donc, ça a été appliqué. Mais les pourcentages pour le... il n'y a rien pour le directeur, il n'y a rien pour la communauté. Résultat, le collectif est toujours là pour dire non, on doit casser le décret inscription. C'est ça le décret inscription. On doit casser le décret. Et des fois, ça me fait rire. Ah oui, le décret inscription a été changé. Qu'est-ce qu'il y a? On a changé le pourcentage de le poids de tel paramètre. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas déterminé. J'ai dit, voilà, quels sont... En fait, il devrait dire le décret inscription a été adapté ou... mais pas changé. J'ai dit d'une année à une autre. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'on choisisse quelque chose qui ne va pas, mais au fur et à mesure, on va dire telle ou telle chose. D'accord? Donc, ici... Donc ça, c'est un message à Théo Franken. Ah oui. On a pacifié la Belgique. Voilà 10 ans, les gens sont tranquilles. Même au mois de septembre. Au mois de septembre, tu trouves, je vois chaque année à peu près 100 qui n'ont pas d'école. Même avant. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'avaient pas d'école. Ils étaient obligés d'être dans des écoles poubelles. Tandis que maintenant, les gens, ils ont le choix. Il y a la mixité. À la fin, lorsqu'ils disent 100 qui n'ont pas d'école, parce qu'ils ne veulent pas aller dans les écoles poubelles, je suis d'accord avec eux. Mais petit à petit, ça se résorbe, je ne sais pas comment, ils vont ici et là, etc. Bon. Mais c'est pacifié. C'est pacifié. Donc... il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Ouais. Ça là... Donc, moi, ce que je regrette dans tout ça, ils n'ont jamais dit d'où ça provient. Et ça provient de là. Et je peux le prouver à la télé, dans le ministère, tout ça. J'ai envoyé des emails en ce temps-là, c'était en 2009, etc. Voici l'origine du décret inscription. Et voici... Et le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que... Donc, il reste 2 minutes. D'ailleurs, il y a eu une chose. Ouais. Tu as fait ton TFE sur l'inflation. Non. Sur l'inflation et l'indexation. Oui, donc en sixième secondaire, il y avait un travail de fin d'année. Ouais. Et tu as fait un tableau pour dire qu'il y a eu une erreur dans l'indexation. Une erreur. Donc l'indexation, c'est le fait que quand il y a une inflation qui a atteint un certain seuil, eh bien, les salaires, etc. sont augmentés de 2%. Donc il y avait 102. Vous savez, 100, et après 102. Et après, lorsqu'on augmente de 2%, ce n'est pas 104,14, c'est 104,04. Ce qui fait que les Belges, ils ont été en fait, floués en quelque sorte plusieurs mois. Ouais. Il y a eu une erreur de calcul qui fait que des décalages, le cumul des années, et les Belges ont perdu de l'argent. Et on ne l'a jamais dit. Pourquoi? Parce qu'on a été volé, on serait volé. Donc, et maintenant... En fait, l'histoire de mon père, c'est que il peut faire des choses, sauf qu'à chaque fois qu'il fait des choses, eh ben, en général, son nom n'apparaît pas, ou on ne sait pas que c'est lui qui a fait, etc. Alors, c'est peut-être un cas parce que, évidemment, il vient de l'étranger, qu'il n'a pas grandi ici en Belgique, etc. Mais voilà, c'est... Donc, quand M. Théo Franken, il dit « Je ne vois pas la valeur ajoutée des diasporas », en fait, tu ne la vois pas parce que ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a des invisibles, il y a des etc. Il y a en cash, il y a plein de choses d'autres qui prennent le nom ou je ne sais pas quoi. Et au final, tu ne vois pas parce que la réalité fait que la plupart du temps, c'est caché.
المهم بارك الله فيك, il reste des choses à dire, mais Ouais. je pensais pas tenir 1 heure, mais voilà, بارك الله فيك, بارك الله فيكم. C'est le Euh, Malik. Je sais pas comment بارك finir الله. cette vidéo. Je pense que, Inch'Allah, tu reviendras pour d'autres choses. Mais c'est le Malik. بارك الله فيك. وفيكم بارك. Donc voilà, c'est le but du jeu, c'était de discuter 1 heure. L'heure est passée, donc on va s'arrêter là. Et eh bien, je vous dis à la prochaine et dans une autre vidéo avec un autre invité ou bien avec un invité qui est déjà venu. Allahu Alam. Salam. Si vous appréciez ce podcast, eh bien, sachez que vous pouvez le soutenir financièrement. Il y a 2 manières de le faire. Soit vous achetez mon livre, il est disponible sur Amazon, vous aurez le lien en description de la vidéo. Ou bien faire un don ou une sadaqa via une cagnotte. Et évidemment, vous pouvez toujours vous abonner et partager mes contenus, ça fait toujours plaisir. Salam.